Alors moi, je voulais juste faire un petit rappel un petit peu du projet, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on travaille là-dessus de différentes façons pour aboutir à cet outil, mine de rien. Donc ça a commencé cette histoire en 2018 quand même, quand les syndicats départementaux producteurs d'eau potable en Bretagne sont venus voir le CRECEB pour poser des questions, parce qu'ils se posaient des questions sur l'impact du changement climatique sur les ressources en eau de Bretagne et ils avaient des questions sur la gestion des barrages et la problématique des remplissages, etc. Donc, du coup, on a mis en place au CRECEB un groupe de travail qui s'appelait le groupe de travail ressources en eau et changement climatique, où il y a eu plusieurs réflexions pendant plus d'un an autour de 4 groupes de travail quand même. Et ces échanges, ils ont permis à aboutir à une espèce de convergence entre les besoins donc exprimés par les syndicats d'eau potable et puis les possibilités qu'il y avait en termes de recherche. Et en 2019, bah, il y a 2 pistes de recherche qui ont abouti. Une piste qui demandait à mieux caractériser la disponibilité en eau d'un point de vue pluviométrique, et puis une autre piste qui demandait à mieux caractériser l'hydrologie des bassins versants, donc plutôt la dynamique de recharge des eaux souterraines. Donc à partir de ces 2 pistes de recherche, on a mis en place dans un premier temps un stage sur la partie pluviométrie avec l'Université de Rennes 2, Météo France, le CRECEB et la région Bretagne, qui a amené après le stage à un projet DémoClim, donc qui est un guide pour un diagnostic climatique territorial qui a été fait avec un CDD pendant un peu plus de 6 mois. Donc là aussi, en collaboration avec l'Université de Rennes 2, Météo France et le CRECEB. Donc, ça a été une première réponse à une première piste qui avait été évoquée. Et puis, la deuxième piste, on a également mis en place dans un premier temps un stage. C'était Pierre Lecoligny qui a fait un stage sur ce sujet avec donc, l'Université de Rennes 1, le BRGM et le CRECEB. Et donc, suite au stage, il a été décidé de mettre en place une thèse. Donc, là, c'est Nicolas Cornette qui a fait cette thèse. Donc, cette thèse avait comme sujet la caractérisation des propriétés hydrodynamiques pour l'étude des impacts du changement climatique sur les sources en eau. Donc là aussi, c'était un travail BRG à l'Université de Rennes 1, avec un financement de la région Bretagne, là encore. Et puis suite à cette thèse, enfin pas suite à cette thèse, mais dès la dernière année de thèse, on a pressenti qu'il y avait quand même quelque chose à faire en termes de valorisation des données et d'opérationnaliser un petit peu les résultats de cette thèse. Donc, avec l'équipe projet, on a pas mal réfléchi pendant longtemps. Mine de rien, ça a pris un peu de temps pour arriver à monter ce dernier projet, à trouver les financements et pour arriver enfin au projet CIDRE, en fait, dont l'objectif était donc de rendre opérationnel les résultats de 2050 dans l'objectif de prévision saisonnière des débits à l'échelle de la région Bretagne. Et là, pour le coup, on a eu des financements FEDER, CNRS, BRGM, région Bretagne. Donc, ça a été un dossier un petit peu long, mais qui a fini par donner 18 mois de contrat en CDD pour finir. Donc, au final, on a quand même 2 outils opérationnels, à savoir un guide. Il y a eu pas mal de webinaires, il y a eu pas mal de communication autour de ce guide. Et puis, donc, l'outil maintenant avec une plateforme dédiée à cet outil-là. Et puis là encore, pas mal de communication opérationnelle. Puis de l'autre côté, quand même, ce qu'il faut voir, c'est que tout ce travail-là, il a donné lieu aussi à de la publication d'un point de vue scientifique. Donc, il y a eu des mémoires de master, il y a eu une thèse, mais il y a aussi eu des publications scientifiques et plusieurs communications dans différentes colloques, séminaires, etc. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a eu quand même aussi pendant ces 7 années plusieurs groupes de travail tout au long de ces 7 années-là qui ont permis d'échanger avec les différents utilisateurs potentiels, mais aussi d'équipes de scientifiques sur l'état d'avancement des résultats, l'état d'avancement des réflexions sur ce projet. Et donc ça a aussi permis cette année, c'est ce que je mettais, de co-construction et d'interconnaissance, une acculturation commune autour de ce sujet-là. Donc voilà, ça a permis de aussi faire monter la communauté en compétences sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que ça a l'air très long comme ça, mais finalement c'est très riche en production et en échange. Donc je voulais déjà remercier aussi à ce titre-là bah, toutes les personnes qui ont contribué à faire avancer ce projet-là d'un point de vue opérationnel, donc les syndicats d'eau qui sont restés du début jusqu'à la fin sur ce projet-là, et puis aussi, et ça c'est un grand plus, l'équipe projet qui est restée la même en fait depuis 2018, et on a pu, c'est vrai, à chaque étape
garder en interne les compétences pour aller jusqu'au bout des développements. Et ça, c'est quand même une grande chance parce que ça peut être compliqué des fois au bout d'une thèse, par exemple, de garder quelqu'un pour faire des développements parce qu'il y a d'autres, les dossiers peuvent être longs à mener ou il y a d'autres opportunités. Et donc là, pour le coup, c'est quand même une grande chance sur ce projet-là d'avoir pu faire ça. Je passe la main du coup maintenant à Nicolas. Je voulais vous présenter la plateforme pour vous montrer l'état quasi finalisé. Et avant, reparler un petit peu de quelques éléments de contexte qui ont amené à ce projet, sur quels résultats de la thèse ont été valorisés, quels étaient les objectifs de la thèse, etc. Donc là, Elodie en a parlé, ça remonte à 2018-2019. Il y avait la question de comment on pouvait anticiper ces événements de sécheresse pour gérer l'offre en eau potable dans un contexte de changement climatique, notamment en lien avec deux incertitudes importantes. La première sur les précipitations. Donc là, ici, on a une carte où on voit l'Europe du Nord, où on s'attend à une augmentation des précipitations annuelles. L'Europe du Sud, on s'attend globalement à une diminution des précipitations annuelles. Et entre deux, on est dans une zone d'incertitude où on a du mal à évaluer quelles vont être les évolutions. En tout cas, les modèles, ils ne convergent pas sur des tendances bien définies. Et en plus, on a souvent des résultats qui sont donnés en termes de moyenne, donc on n'a pas forcément les informations sur les extrêmes, donc on a du mal à évaluer quels peuvent être les extrêmes sur les débits dans les années à venir. Donc globalement, on s'attend à une augmentation de la fréquence des sécheresses et de leur intensité, mais on ne sait pas dire exactement quand est-ce que ça va arriver. Donc, tout ça pour dire que d'un point de vue opérationnel, c'est pas forcément évident de développer des modèles qui vont nous permettre d'anticiper ces événements, notamment à cause de ce manque de visibilité à long terme. Ensuite, on a un deuxième type d'incertitude, c'est sur la connaissance actuelle de nos aquifères de sols cristallins, sur notre fonctionnement actuel de la ressource en eau. Donc, on est dans un contexte géologique de sols cristallins, donc avec des fortes hétérogénéités sur la ressource en eau, notamment du point de vue des propriétés de porosité, conductivité, donc de capacité de stockage. Donc, on a du mal à estimer nos réserves actuelles et de les cartographier. Et notamment, il y a une question qui se pose, est-ce que nos réserves actuelles sont suffisantes pour soutenir les étiages qui vont pouvoir arriver dans l'avenir? Notamment lié au fait qu'on a des milieux peu capacitifs, donc avec des faibles réserves. Donc si on s'attend à des sécheresses encore plus intenses, est-ce qu'on aura suffisamment de réserves pour soutenir les étiages? Donc dans la thèse au 2050, qui était cofinancée par le BRGM et la région Bretagne, on s'était plutôt intéressé sur le volet caractérisation des milieux, donc notamment sur cet aspect souterrain, et de mettre en lien les propriétés qu'on a estimées à l'échelle régionale avec une carte géologique pour pouvoir cartographier l'ensemble de la région. Donc ensuite, le but, c'était aussi de développer les modèles qui permettaient de réaliser les projections de la ressource en eau avec ces projections climatiques en entrée. Et donc nous, nos modèles, ils étaient basés sur la relation entre ces trois éléments, une recharge qui va dépendre du climat et de son évolution, un stock donc, qui va dépendre des propriétés géologiques, et un flux, donc cette diffusion de ce stock vers le cours d'eau là, qui dépend de la géologie, mais aussi de la géomorphologie. Donc nous, dans la thèse, on a plutôt caractérisé l'aspect stock et l'aspect flux vers la rivière. Donc pour caractériser ces propriétés, nous, on avait analysé les débits de cours d'eau. Donc on l'avait analysé sur un ensemble de bassins versants à l'échelle de la Bretagne. Donc ça nous permettait déjà de recouvrir une bonne partie de la région. Ici, on a deux cas particuliers, enfin pas forcément deux cas particuliers, mais deux cas représentatifs de la variabilité régionale. Donc, on a des graphiques représentant l'ordonnée, le débit spécifique, c'est-à-dire le débit rapporté par la superficie du bassin. Donc, ça permet de pouvoir comparer plusieurs bassins entre eux, de les normaliser. Et en abscisse, on a les différents jours de l'année à l'échelle d'une année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Et en fait, pour chaque jour de l'année, on va calculer la médiane. Par exemple, pour le 1er janvier, on va faire la médiane de l'ensemble des années. Les quantiles 10 et 90 pour avoir la variabilité interannuelle. Et donc, la courbe ici en bleu foncé, bleu marine, c'est plutôt la médiane de l'ensemble des années. La bande bleue, c'est la variabilité interannuelle. Et on avait ajouté aussi une courbe bleue en pointillé qui était une année sèche. Là, ici, c'était l'année 2003. Donc, ça nous permettait d'observer si sur deux bassins à fonctionnement différent, on réagissait de la même façon à une année de sécheresse.
Et donc, à gauche, on a le bassin versant de l'Arguénon, où on peut voir qu'on a des fortes amplitudes de débit entre la période de crue et la période d'étiage, et aussi des récessions qui vont être différentes. Donc, on voit que l'année de sécheresse 2003, on a une pente assez forte, et notamment une vulnérabilité avec des débits très faibles à la fin de l'étiage. Donc là, on va plutôt avoir des problématiques lors des années sèches, donc peut-être des réserves qui sont insuffisantes. Et à droite, on a le Nanson, où on voit un débit un peu plus tamponné, avec une résilience un peu plus importante lors des années sèches. Donc là, on voyait qu'on avait des fonctionnements différents. Et nous, l'idée, c'était de le comprendre, ce fonctionnement, par l'estimation des propriétés. Et donc, on a fait cette estimation en analysant les débits de cours d'eau à partir des modèles juste avant. Donc, ces estimations sur 80 bassins versants ont permis d'obtenir des cartographies, comme on peut voir à la gauche de la diapositive. Donc, on a eu ces cartographies pour la conductivité hydraulique, pour la diffusivité, enfin, pour plusieurs propriétés hydrogéologiques. Donc là, sur la carte, on voit différents points qui correspondent aux exutoires des bassins versants, et leur symbologie, c'est la valeur ici de la conductivité hydraulique. Donc, plus on va tendre vers le bleu, plus on va avoir des milieux qui vont être réactifs, peu capacitifs, qui vont plutôt être comme l'Arguénon, donc assez vulnérables aux événements de sécheresse. Et plus on va tendre vers le rouge, plus on va avoir des bassins qui vont être capacitifs, qui vont un peu plus soutenir les étiages. Donc, comme je l'ai dit, on a plusieurs cartes comme celle-ci. Et dans le projet site, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné ces cartes pour produire une carte d'une typologie de bassin versant en fonction des propriétés hydrogéologiques. Donc, même code couleur, plus on est vers le bleu, plus on va avoir des bassins réactifs, peu capacitifs. Et plus on tend vers le rouge, plus on a des bassins qui vont être un peu plus résilients aux événements de sécheresse. Donc là, c'est une des premières productions du projet CID. Et on s'est appuyé sur ces bassins pour ensuite développer notre outil opérationnel de prévision, parce que pour faire nos prévisions, on va aller chercher des événements passés, on va aller chercher de la connaissance passée, et on ne va pas le chercher uniquement sur notre bassin, on va aussi le chercher sur les bassins qui ont le même fonctionnement hydrogéologique. Donc, ça permet d'avoir un peu plus d'événements climatiques passés. Donc voilà, globalement, ça nous a amené au projet site. Donc, ce qu'on voulait dans ce projet, c'était de valoriser d'un point de vue opérationnel nos résultats. Donc, on n'a pas valorisé tous les résultats, mais une bonne partie, notamment sur cet aspect propriété hydraulique et similitude entre les bassins. Et on voulait aussi développer un outil opérationnel, donc développer une plateforme qui permettait d'échanger plus facilement nos résultats, de le diffuser plus facilement, et aussi de laisser le libre accès à nos modèles, de pouvoir faire tourner nos modèles. Donc pour l'instant, il y en a un, mais j'imagine que par la suite, on pourra intégrer de nouveaux modèles dans cette plateforme. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est de la prévision de débit à court terme, donc à l'échelle saisonnière, alors de quelques semaines à quelques mois, notamment à cause de ces incertitudes sur l'évolution des précipitations. On est fortement dépendant de ce qui va se passer après la date de prévision. Donc, pour l'instant, on se base plutôt à l'échelle de quelques semaines, quelques mois avec nos modèles. Donc, maintenant, je vous propose de vous présenter la plateforme en ligne. Je ne sais pas si vous voyez l'écran ou si vous êtes encore sur le diapo. En visio, quelqu'un peut... On est encore sur le diapo. Nous sommes encore sur le diaporama. Je vais refaire un partage. Juste une question, l'adresse, elle va pas changer, ça sera toujours. En fait, pour l'instant, c'est site-test.iniv-ren. Donc après, l'idée, c'est d'enlever la partie test pour avoir une adresse un peu plus définitive. On la mettra sur le site de toute façon. Là, maintenant, c'est bon pour le site en vidéo ou pas? Oui, c'est Oui. bon. Super. Donc le site, il est assez simple. Quand on arrive dessus, on a directement la documentation qui s'affiche. Donc pour l'instant, c'est peut-être encore cette partie qui reste à finaliser. Donc il y a déjà quelques éléments, mais plus sur la partie méthodologique qui va être intégrée, qui doit être encore complétée. Donc on a une partie accueil qui présente en quelques lignes le projet, le principe, la méthodologie.
Ensuite, on aura un guide utilisateur qui est pas encore complet, mais qui permettra d'expliquer chaque section, comment l'utiliser, quelle interprétation en faire. Et la partie méthodologique qui sera aussi disponible dans un rapport plus complet qui sera téléchargé dans la documentation. Et bien sûr, la présentation des financements. Donc en fait, quand on arrive sur le site, il y a deux onglets principaux, une fiche de site et un simulateur. Donc le simulateur, c'est pour réaliser directement les prévisions, lancer le modèle, modifier les paramètres du modèle. Et fiche de site, c'est pour présenter toutes les données qui sont utilisées par le simulateur. Donc le choix du bassin versant. Donc les bassins versants sont en fait les bassins délimités par les stations hydrologiques. Les stations hydrologiques sont l'exutoire des bassins versants qu'on a délimités. Donc il y en a à peu près une centaine. Là, vous voyez quelques stations en rouge. En fait, c'est des stations qui sont disponibles uniquement pour la fiche de site et pas pour le simulateur. Donc soit c'est des stations qui sont influencées par la présence d'un barrage, soit c'est des stations qui ont été fermées, donc on a pu les donner jusqu'à la date du jour. Ou soit c'est des stations qui n'ont pas été modélisées, donc on n'a pas cette classification de bassin versant. Donc on ne peut pas utiliser en simulateur, donc on peut quand même visualiser les données, ça peut toujours être utile. Donc là, par exemple, je reprends l'Arguénon. Donc on a une première partie. Déjà, pour chaque section, il y aura une bulle d'information comme on peut avoir ici. Donc il présente qu'est-ce que présente la carte ou le graphique et quelles sont les informations à retenir là-dessus. Donc on a une carte régionale pour positionner le bassin versant, une carte plutôt zoomée à l'échelle du bassin versant. Le point en rose, c'est une station piézométrique. Donc, en fait, pour chaque bassin, on a associé une station piézométrique. Parce que quand on va chercher nos événements passés pour faire nos prévisions, on ne va pas chercher uniquement sur le débit, on va aussi chercher sur la piézométrie et le climat. Donc, on a besoin d'associer une station piézo à un bassin versant. Et ensuite, on a la présentation des données. Donc, sur quelles données on va chercher les événements passés. On a l'évapotranspiration, les pluies, le débit et la profondeur de nappe. Donc, pour chaque donnée, on a ce type de graphique. Donc, on retrouve les jours de l'année comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure, en ordonnée la variable. Et on peut masquer des courbes. Donc là, on retrouve la variabilité interannuelle en bleu, la moyenne de l'ensemble des années. Et après, on peut ajouter des courbes. Ça permet de comparer les années, de voir comment on se positionne par rapport à la moyenne globale. Euh, Par rapport à quelle année on va se rapprocher. Donc, ça permet déjà d'avoir une information, d'estimer un peu la tendance à venir. Donc, par exemple, si on compare par rapport à 2022, on va voir on est plus humide qu'en 2022. Là, on s'y attend. Et ça permet aussi de voir dans le passé comment on a réagi à des événements de sécheresse et comment c'était sur le niveau des précipitations, la profondeur de nappe, etc. Et ensuite, on a une carte, la carte que je vous ai présentée avec la typologie des bassins versants, donc qui est mis en évidence le groupe du bassin sélectionné, donc ici l'Arguénon. Donc là, on est plutôt en bleu, donc c'est des bassins plutôt réactifs. Voilà. Donc avec la liste des bassins versants sur le côté. Donc c'est sur ces bassins versants-là qu'on va aller chercher des événements passés sur la piézométrie, sur le climat et au niveau du débit. Et donc, ça permet d'avoir un ensemble d'événements qui ne provient pas forcément que de l'Arguénon, mais aussi des bassins qui ont potentiellement connu des climats un peu différents dans le passé. Donc, voilà pour la fiche de site. Après, pour la source des données, on peut cliquer dessus, ça permet d'accéder directement au site. Ouais, vas-y. Si je peux rajouter un truc sur la carte, ça permet d'avoir aussi une structure à l'échelle régionale. En fonction de l'intérêt de chacun, on peut avoir plus un intérêt local sur un ou deux bassins. Là, la carte montre aussi comment est structurée la région et comment certains bassins vont avoir des comportements similaires entre eux. Donc, c'est aussi une information que je viens. Ouais, je disais, pour la source des données, on peut cliquer dessus, ça permet directement d'accéder au site. Et par exemple, là, ça tombe sur la fiche directement de l'Arguénon sur Hydroportail, qui peut être un aspect à prendre. Et avec la possibilité aussi de télécharger directement les données. Donc, je passe au simulateur. Avant, Ouais. tiens, un mot sur la manière dont c'est alimenté, ça, la mise à jour, fréquence de Ouais. mise à jour. Alors, pour les débits profondeur de nappe,
On utilise les API de la plateforme Hubo, donc c'est alimenté automatiquement. Donc ça permet d'avoir les données régulièrement à jour. Pour le climat, ça provient de Météo France, ouais, dont les données sont libre accès depuis janvier. Et pareil, on a un code qui permet d'aller chercher automatiquement, de faire des requêtes automatiquement pour alimenter les données. Donc globalement, toutes nos données sont régulièrement mises à jour de façon automatique, qui permet d'éviter les problématiques de maintenant. Et donc le simulateur, il est assez simple. Pour l'utilisation de base, on choisit l'échéance de la prévision. Est-ce qu'on veut une échéance à 60 jours, 80 jours, 90? Et on peut aussi modifier la date de simulation. Donc en fait, ça permet de rejouer des événements passés, de voir sur quel événement on va être performant. En fait, de pouvoir avoir une sensibilité du modèle à différents types d'événements de sécheresse. Là, par exemple, si je mets 2022, c'était une année sèche, au mois de mai, mais on peut lancer la simulation et on aura une comparaison avec l'observation. Ça permettra de voir, ça permet à chaque utilisateur de se faire sa propre idée de la qualité du modèle. Donc après, les simulations mettent un peu de temps, ça peut durer 30 à 60 secondes, ça va dépendre. Là, donc là, en fait, ça fait tourner tout le modèle, donc il y a pas mal de calculs qui sont réalisés, donc c'est pour ça que ça met un C'est petit une peu. date, c'est un jour. Ouais. Oh. Comment ça? Ça donne quoi comme période? En fait, là, on la lance au 24 mai 2022 à une échéance de 80 jours, donc en fait, on aura la prévision que c'est pas s'inquiéter par exemple. En se basant sur les prévisions météo de l'époque de mai 2022. Alors, pas les prévisions, mais sur les données passées. Ah, il n'intègre pas les prévisions. Non, non, non. Il n'intègre pas les prévisions qui ont été réalisées dans le passé, parce que dans le passé, on a les événements. Mais les Il prévisions. n'intègre pas les prévisions du futur à partir de cette date-là. C'est ça que tu voulais dire. C'est ça. C'est fait. C'est un point qu'on a discuté puis qu'on va probablement rediscuter. Donc là, c'est le résultat. Je vais masquer pour décrire chaque information petit à petit. Donc en noir, déjà, on a l'observation. Là, les débits réels produits à l'Arguénon en 2022. On a la courbe verticale qui est la date à laquelle on a réalisé la simulation. Ensuite, pour faire nos prévisions, on a été chercher des événements passés, donc des débits réels qui sont passés dans le passé sur les bassins similaires. Donc là, c'est l'ensemble des événements. Donc là, il y a une grosse variabilité parce que ça va dépendre ensuite des événements de précipitation. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recalé à la date de la simulation au débit initial. Et ensuite, ça, c'est les différentes tendances qu'on a eues dans le passé sur les événements qu'on a sélectionnés. Sur l'ensemble de ces événements sélectionnés, on a calculé la médiane, donc ça donne ça. Et on a une variabilité qui va dépendre en fonction de si on a eu des événements humides après la date de simulation ou des événements secs. Donc là, c'est le résultat qu'on obtient après avec le simulateur. Ensuite, nous, ce qu'on a ajouté, c'est de pouvoir intégrer des seuils. Donc ici, le dixième du module, le débit réservé. Donc ça permet de savoir quand est-ce qu'on passe en dessous d'une limite que chaque utilisateur peut définir. Donc là, automatiquement, à la dixième du module, mais on donne sur l'outil la possibilité d'ajouter des seuils supplémentaires. Par exemple, seuil de crise, seuil d'alerte. Et en fait, on va calculer les indicateurs en fonction du dépassement ou non de ce seuil. Donc, pour définir des seuils, c'est dans la section juste en dessous. Donc, on définit la valeur. Hop, on lui met un nom. Et en fait, ça va s'afficher directement là sur la courbe. Là, j'ai mis une valeur faible, mais voilà. Et ensuite, on a des indicateurs en dessous en fonction de ces seuils. Donc, on a l'estimation du débit, donc c'est la valeur du débit médian à la fin de la prévision. Nous permet d'avoir la valeur d'anticiper à une échéance la valeur des débits. Dans combien de jours on va passer en dessous du seuil? Donc là, par exemple, le dixième du module, on l'atteindrait dans 22 jours. Bon, là, c'est dans le passé, mais c'est pour avoir un ordre d'idée. Le nombre de jours cumulés en dessous de ce seuil
le pourcentage d'événements passés qui ont franchi ce seuil. Donc, plus la valeur va être importante, plus on va avoir une tendance, une fiabilité sur cette information-là. Et le volume en dessous du seuil, donc en fait, c'est le volume qui aurait manqué pour éviter de passer en dessous du dixième du module, par exemple. Donc ensuite, en cliquant sur actualiser les indicateurs, ça va rajouter une nouvelle ligne, par exemple là pour le seuil alerte que j'ai défini plus tôt. Donc ça met un peu de temps aussi à sèche. Et enfin, on a une dernière section. Donc là, c'est l'origine des événements. Donc c'était les courbes en violet que j'avais au début sur mon graphique. Donc là, par exemple, pour 2022, on a pas mal d'événements qui proviennent de 2019 et 2017 sur les bassins qui sont définis sur le côté de la matrice. Donc voilà globalement pour la présentation.